Caroline, Oui. pour lancer cette table ronde, une question toute simple et que j'ai notée parce que c'est du sérieux. Il ne faut pas que je me trompe. Y a-t-il une façon de sensibiliser au féminin ? Alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai pas la J'espère. réponse, mais je pense qu'on aura des éléments de réponse avec la table ronde de Florence tout à l'heure. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a probablement une sémantique au féminin. Alors, j'aimerais moi aussi apporter mon anecdote. Il y a à peu près plus d'un mois, j'animais un événement, un forum, et dans le cadre d'une table ronde sur le cloud, nous avons accueilli une RSSI d'un grand groupe. Et à un moment donné, on a parlé d'Active Directory. Tu le sais, Yves, on le sait tous, il faut faire très attention à son Active Directory. Eh bien, cette intervenante a dit une chose qu'on a adorée, qui a énormément buzzé sur Twitter, c'est « il faut chouchouter son AD ». Et donc voilà, donc je pense que c'est une façon d'aborder la cybersécurité d'une autre façon. Et en tout cas, on a beaucoup apprécié. Donc en tout cas, voilà, je dirais en résumé, une sensibilité au féminin pour les mots en termes de cybersécurité. Merci. On attaque donc sur ta et table on ronde. attaque, voilà, donc je vais demander à mes intervenants de venir. Alors, juste une petite précision en ce qui concerne Reda Zitouni, on l'a laissé sur le slide. Tout simplement, son vol a été annulé. Il n'était pas de Paris, donc il n'a pas pu nous rejoindre. Mais on lui a demandé une petite vidéo qu'on publiera sur notre chaîne YouTube. Vous savez, il faut vous abonner. Voilà, en tout cas, ravi de vous accueillir et de passer du temps ensemble. Alors, nous allons parler de sensibilisation à la cybersécurité, qui est un thème on ne peut plus stratégique. Et je dirais, ce qui m'a étonnée, en tout cas, je tenais à vous le dire, c'est que je pensais que c'était un thème relativement simple, consensuel, mais en réalité, pas tant que ça. Vous allez voir qu'il y a réellement matière à débat. Alors, je vais d'abord vous présenter mes intervenants. Je vais commencer par Louise Bautista. Bonjour, ravie de vous accueillir. Alors, vous êtes Regional Sales Manager de The Green Bow. Vous avez eu un parcours dans plusieurs entreprises de cybersécurité, Yasuyak, pour les nommer, ou Sogeti, Capgemini. Et vous êtes également lieutenant de réserve opérationnelle à l'armée de l'air depuis maintenant 5 ans. Foteni Jean. Bonjour, vous êtes grec, vous êtes la RSSI de GRT Gaz, et on peut le dire, le coup du chouchouter son AD, c'était vous. C'était elle, voilà, je lance le buzz. Mounir Chaban, donc vous êtes RSSI France de Volkswagen, mais vous êtes également conférencier auprès de l'INSJ. C'est bien ça. Et puis Amandine Delamo, ravie de vous accueillir. C'était important que vous soyez là. Voilà, vous êtes chargée de mission de partenariat au sein de cybermalveillance.gouv.fr. Alors, en dehors de Reda qui aurait dû être là, et vous verrez une vidéo de sa part, on aurait dû également avoir Stéphanie Buscaret, qui est la CISO de la TECOR. Je la salue parce que je sais qu'elle nous regarde. Elle aussi n'a pas pu se déplacer. Elle venait de province. Elle a tout fait pour être avec nous, mais ce n'était pas possible. Je tiens à la remercier en tout cas du temps qu'elle nous a consacré pour préparer cette table ronde. Et j'aimerais commencer par ses propos. Alors Stéphanie m'a tout de suite dit « Ah, mais alors là, la sensibilisation, on en a pour 30 ans, et dans 30 ans, on en aura encore pour 30 ans. » Alors, Amandine, ma première question, est-ce que la sensibilisation à la cybersécurité, est-ce que c'est une histoire sans fin, finalement ? Alors, je ne sais pas si c'est une histoire sans fin, mais en tout cas, elle existe depuis longtemps. En tout cas, en ce qui concerne cybermalveillance.gouv.fr, c'est une histoire qui a débuté il y a 3 ans maintenant, qui a été lancée, c'était le fruit d'une initiative interministérielle pour répondre à l'augmentation des actes de cybermalveillance. Et donc, on a créé ce dispositif en fin 2017. Et donc, nous avons 3 missions que nous ont confiées le gouvernement. Donc, la première, c'est l'assistance des victimes, bien entendu. Donc, nous avons créé une plateforme
conçu de manière très facile en fait pour vraiment aider les victimes dans leur démarche quand elles sont attaquées, quand elles sont un petit peu paniquées. Donc le site est vraiment très facile et l'idée c'est vraiment de leur donner des conseils et on va même jusqu'à les mettre en relation avec des prestataires de proximité si elles ont besoin d'un dépannage, voilà, d'une intervention pour des entreprises, voilà, de remédiation. Donc ça c'est notre première mission. On a une deuxième mission de prévention et de sensibilisation qui vont avec la première mais qui sont indispensables. Donc on a créé plein d'outils pour cela. Et puis on fait des campagnes de communication, des consommags, etc. On essaye au maximum d'être visible sur les réseaux sociaux également. Et puis troisième mission que nous a confiée le gouvernement, c'est bien entendu l'observation de la menace. C'est vraiment important de pouvoir la qualifier, la quantifier pour mieux s'en préserver demain, pour mieux la contrer. Donc voilà. Et donc notre dispositif s'adresse à 3 types de publics, donc les particuliers, les entreprises, tout type d'entreprise, et également les collectivités territoriales. Et j'aimerais revenir sur un chiffre, puisqu'on a eu à peu près plus de 185 000 victimes depuis le lancement de la plateforme. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que si la majorité de ces personnes, de ces victimes, avaient été sensibilisées, les attaques n'auraient pas eu lieu. Et je pense que ça, c'est vraiment une chose importante et qui est aujourd'hui d'actualité vu le thème de la table ronde. Donc voilà. Bien sûr. Alors, cybermalveillance.gouv.fr, c'est tout jeune, hein, c'est 3 ans, c'est le début d'une histoire, en tout cas très longue, on espère. Mais alors, c'est 185 000 victimes. C'est depuis 3 ans. Ce chiffre correspond à quoi en termes de période ? Oui, tout à fait. C'est depuis le lancement de la plateforme. Donc, on a eu plus de 185 000 victimes qui sont passées, qui ont suivi des parcours sur notre plateforme. Et ce dont on se rend compte, c'est que la majorité de ces attaques, en fait, si les personnes avaient été un minimum vigilantes, donc si elles avaient su, si elles avaient les gestes essentiels, elles auraient pu éviter d'être attaquées si elles l'avaient su. Donc, d'où l'importance de sensibiliser aujourd'hui. Alors, à l'occasion de ce Cybermois, vous avez lancé une enquête. On va y revenir tout à l'heure sur les chiffres. Mais en tout cas, une enquête dont vous pouvez, j'en ai imprimé un exemplaire, mais en tout cas, vous pouvez le consulter, le trouver très facilement sur votre site. Alors Louise, je me tourne vers vous parce qu'on a vu les victimes, elles sont très diverses. Vous travaillez plus particulièrement, on va dire, à sensibiliser les jeunes. Expliquez-nous un petit peu votre démarche. Ça s'est un peu fait par hasard, c'est-à-dire que j'avais une amie qui avait un blog qui s'adressait aux étudiants pour leur donner des conseils d'orientation depuis une dizaine d'années. Et je lui ai fait la remarque qu'en fait, il n'y a rien sur la cybersécurité. Pourtant, c'est quelque chose qui est très important pour cette nouvelle génération qui actuellement est dans le milieu académique, mais qui ensuite sera professionnelle. Et du coup, elle m'a dit libre à toi d'écrire des articles de sensibilisation sur la cybersécurité. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai remarqué après, par la suite, que beaucoup d'étudiants ont pris contact avec moi sur LinkedIn suite à ces articles-là, parce que finalement, ils avaient un relais d'informations qui existe déjà, mais qui du coup les touchait sur une plateforme là où ils y allaient habituellement pour justement s'orienter. Donc d'ailleurs, dans les peu d'articles que j'ai écrits, j'ai utilisé beaucoup de contenu de cybermalveillance, qui est très bien fait, très intuitif. Donc l'idée, c'est plutôt de relayer et après de replacer dans le contexte, on va dire, vraiment étudiant. Mais je pense effectivement que de mon humble point de vue, les jeunes générations doivent être sensibilisées à ces questions-là, et je trouve cela très enthousiasmant quand je vois par exemple le discours de Guillaume Poupard aux Assises qui expliquait que la sensibilisation en cybersécurité allait se faire à présent dès le collège, dès le lycée. C'est un très bon signe pour les générations futures, c'est-à-dire qu'elles seront plus sensibilisées que finalement notre génération et les générations après moi. Et on ne peut que s'en réjouir. C'est-à-dire que très concrètement, pour bien comprendre vos propos, il a annoncé que dès le collège, il y aurait des modules de cybersécurité qui seraient... Alors, si j'ai bien compris ses paroles, il parlait de modules qui seraient intégrés dans le programme scolaire. Donc, je trouve que c'est une excellente chose. Ce qui semble absolument... Je crois que dans d'autres pays, on avait évoqué Israël, dans d'autres pays, voilà, c'est des choses qui sont exactement. D'autres intégrées. pays ont beaucoup d'avance là-dessus, sur ces questions-là. Et c'est bien qu'en France, on ait une volonté et qu'on passe à l'action. C'est une très bonne chose.
Alors pour sensibiliser les jeunes, il y a leur langage, également leur sémantique. Il y a les séries aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Est-ce que ça finalement, les séries, le fait de déconstruire certains imaginaires, ou au contraire d'en construire d'autres, fait avancer finalement la cause de la cybersécurité? Alors, je pense qu'effectivement, cela peut, le fait d'avoir quelque chose, un matériel, on va dire, grand public, comme les séries, qui parle à tout le monde, est super important pour parler de la cybersécurité, de ce qui peut exister. Après, j'irai même au-delà, en parlant de quelque chose qui m'avait particulièrement touchée. C'était donc dans le bureau des légendes, dans la dernière saison, il y avait à un moment une femme RSSI, qui sauvait la situation. Bien, pour construire les imaginaires. Voilà, on en a 2 sur cette table. C'est quelque chose de super important de voir une féminisation comme Bien ça dans une série. Ça donne un rôle modèle, ça donne un exemple, et ça permet de rendre ce rôle, enfin, de le replacer dans son contexte, c'est-à-dire vraiment la personne qui va pouvoir changer, inverser la tendance en contexte de crise informatique. Et on a vu malheureusement cette année avec le premier mort dû à une cyberattaque sur un hôpital, que le cas d'une RSSI finalement qui sauve des vies dans un hôpital n'est pas du tout de l'ordre du fictif. C'est quelque chose qui malheureusement maintenant existe dans la vraie vie, enfin qui pourrait exister dans la vraie vie. Alors, est-ce que c'est compliqué de sensibiliser? Alors là, je vais me tourner vers nos deux RSSI qui sont en entreprise et qui font un travail formidable. J'ai commencé par vous, Foteni. Est-ce que c'est compliqué finalement de sensibiliser en entreprise à la cybersécurité? Moi, je suis RSSI de GRT Gaz. GRT Gaz, c'est la société qui transporte le gaz en France. Donc, toute la partie de canalisation pour arriver à des points de distribution ou pour transporter le gaz vers les grands industriels. Donc voilà, on est une entreprise en plus qui fait du numérique pour nos métiers. Ça veut dire digitaliser nos métiers et amener la transformation vers des énergies beaucoup plus renouvelables. Donc on a un grand défi pour réussir la décarbonisation. Donc ça, c'est le grand défi de l'entreprise. Donc la numérique et la cyber doivent accompagner ça. Et donc, il est évident que le risque cyber, on le met presque au même niveau que le risque industriel. Voilà. Donc, tu parlais tout à l'heure que je suis grecque, donc je tenais aussi, avant de répondre à ta question, dire que j'ai une nouvelle, depuis 3 semaines, je suis aussi française. Et pourquoi je l'ai dit là? Parce qu'on est quand même dans un événement de promotion pour les femmes, donc la diversité, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis correspondante diversité au sein de ma direction, parce que chez GRT Gaz, on essaye beaucoup d'être dans ces sujets, parce qu'il y a le numérique, mais aussi tous les postes techniques souffrent un peu de la même chose. Donc, en France, moi je suis un exemple, donc c'est quand même une terre d'accueil, c'est une terre où on peut faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que dans le monde de les entreprises, maintenant il faut accélérer. Je pense qu'on y va très lentement. La société française est très ouverte et très diversifiée. Il faut que dans la partie entreprise, les choses aillent plus vite. Et le CEF6 contribue à ça, donc merci. Merci. Donc pour revenir à ta question, oui, toute sensibilisation est difficile. Nous ne pouvons pas dire que c'est facile. Donc c'est compliqué, parce qu'au-delà de sensibiliser, je pense que pour la cybersécurité par rapport au temps qui court, il faut faire adopter la cyber. Donc moi, j'utilise plutôt le mot adoption. Adopter la cyber, ça ne veut pas dire que je suis simplement sensibilisée. Ça veut dire que je connais un sujet à peu près. Voilà, on ne peut plus être dans l'à peu près. Donc nous, on utilise le mot adopter la cyber. Ça veut dire que j'adopte les mêmes réflexes pour ma santé physique en entreprise. Ça veut dire que je ne dois pas tomber, je ne dois pas courir, je ne dois pas avoir un accident de travail. Mais de la même manière, on ne doit pas avoir un accident numérique.
Et finalement, le parallèle avec le Covid est assez intéressant en termes d'hygiène, de distance. Voilà, exactement. Ça nous aide beaucoup pour la sensibilisation, le Covid, parce que c'est viral, ça tombe très très bien. Ça, c'est sûr. Amandine aussi, qu'est-ce qui rend compliqué la sensibilisation? On l'a vu un petit peu dans l'enquête, c'est l'appréhension de ces outils numériques finalement, qui correspond à une appréhension, un frein, une difficulté finalement. Oui, alors, donc l'enquête, juste pour remettre dans le contexte, c'est une enquête qu'on a menée avec l'ANSSI dans le cadre du Cybermois. Et donc, ça a été un échantillon de 1000 personnes qui a été interviewée. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que 96% de la population, déjà, a conscience des risques. Donc, c'est déjà une très bonne chose. En revanche, quand on va plus loin et qu'on creuse, elles sont incapables d'expliquer ce que c'est qu'un ransomware ou un rançongiciel. Donc en fait, elles ont une connaissance, elles savent qu'il y a des risques, mais elles ne savent pas en parler, elles ne savent pas les identifier et les identifier quand elles sont face à ces risques. Donc ça, c'était un gros problème. Et quand on va encore plus loin et qu'on leur demande est-ce que vous êtes prêts à mettre en place des bonnes pratiques, il y a plus de 50% d'entre eux qui nous disent oui, mais en fait non, parce que je n'ai pas d'outils ou de solutions faciles à mettre en œuvre pour que le souci soit résolu, que la tâche soit faite en fait. Donc il y a vraiment un besoin, nous en matière de sensibilisation ou d'adoption des bons gestes, d'outils, en fait, de création d'outils ou de solutions pour faciliter la tâche à tous ces utilisateurs qui ont envie en fait d'avoir quelque chose de simple, puisque la tâche leur paraît énorme. Donc voilà, je pense qu'en termes de sensibilisation, il nous reste encore des choses à faire là-dessus pour que ce soit plus facile pour eux, en tout cas. C'est ce qui ressort de l'enquête. Et Louise, l'une des autres difficultés qui est souvent soulevée, c'est que finalement, le risque cybersécurité est un risque invisible, qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas tout de suite. Vous faisiez souvent un parallèle avec finalement les militaires et l'appréhension de la guerre, où finalement le risque, il est là, il est concret. Comment est-ce que vous voyez ce parallèle et comment vous l'appréhendez? Parce qu'au final, les cyberattaques, c'est une bonne chose pour sensibiliser. C'est concret. Je pense, d'après mon expérience militaire, donc d'éducation militaire et peut-être plus d'aguerrissement, pour utiliser des mots plus précis, que finalement la manière dont c'est conçu et mis en pratique, comme on est dans un contexte militaire de défense et qu'on n'a pas le choix, entre guillemets, il faut dans tous les cas avoir vraiment une posture de défense maximale. Finalement, c'est quelque chose qui devrait être transposé dans le monde dirais-je civil, d'avoir cette pratique de réflexe en termes de cybersécurité. C'est-à-dire quelque chose qu'on fait ensuite sans y penser, comme dans l'entraînement militaire, là où finalement, à force d'avoir pratiqué quelque chose, de l'avoir intégré, on est capable de le faire de manière automatique lorsque la situation se présente. Et aujourd'hui, dans le discours qui est adressé aux militaires, ce que je trouve très juste comme élément de langage, c'est le parallèle qui est fait avec le bon sens paysan. Oui, c'est quelque chose de très facile à retenir, le bon sens paysan. C'est quand on part fermer les volets pour que personne ne puisse regarder, qu'il n'y a personne dans la maison. Eh bien, en fait, en informatique, ce n'est pas si loin que ça. C'est aussi du bon sens paysan qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de sensibilisation basique en cybersécurité, il ne faut pas s'imaginer tout de suite des choses compliquées. On a vraiment cette possibilité-là de simplifier les choses et que cela devienne un réflexe, finalement, pour toutes les personnes qui sont concernées. Tout à fait. Alors, ce qui est assez intéressant, Mounir Chaban, c'est que vous avez une approche extrêmement disruptive. On va dire, pour vous, finalement, sensibiliser, c'est pas si compliqué que ça. Je déforme vos propos, c'est ça. Soyons polémiques. Tout à fait. Moi, je pars du principe, en tout cas, que non, la sensibilisation n'est pas un sujet compliqué. En fait, c'est nous, les professionnels, qui la rendons complexe. C'est-à-dire qu'en fait, déjà dans le discours et dans l'approche, on a tendance à rester dans des zones qu'on maîtrise, effectivement, et qui ne sont pas forcément des zones que maîtrisent l'ensemble des utilisateurs, disons, de tous les jours. Donc leur parler de rançongiciel, de ransomware, de phishing, de cyberattaque, de spam, de man in the middle, enfin de tout ce que vous voulez,
ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que ce qui leur intéresse, c'est ils ont tout à fait conscience du risque, comme il a été cité. Ce qui les intéresse, c'est de se protéger face à ce risque. En connaître les détails techniques, ça n'a absolument aucune importance à leur niveau. Ils ne sont pas destinés à devenir des experts de la cybersécurité. C'est pour ça qu'on a parlé d'adoption de la cybersécurité, de la sensibilisation. Nous, on parle moi, j'aurais tendance à parler de motivation. C'est de motiver à la prévention du risque cyber. C'est pour ça que, par exemple, dans mon domaine, nous, on essaie de construire ce qu'on appelle une vigilance collective. C'est-à-dire l'objectif, c'est qu'ensemble, nous soyons tous vigilants. Alors l'objectif, c'est de la créer, c'est de l'améliorer forcément, mais surtout de la maintenir. Et là, la sensibilisation a toute sa place. Et ce n'est pas un sujet très complexe quand on voit que, par exemple, vous entrez dans un immeuble, vous avez une personne qui nettoie les sols. Cette personne va mettre un panneau « Attention, sol glissant ». Ça ne choque absolument personne. Le message, il est clair, l'image est claire, et tout le monde réagit en conséquence. Et bien, en cybersécurité, c'est pareil. Je viens d'un monde qui a plutôt une culture industrielle. Aller dans une usine, un entrepôt, voir des affiches pour prévenir contre les accidents du travail, ça ne choque personne. C'est un acte tout à fait naturel, avec naturellement un objectif derrière. C'est de ne pas avoir quelqu'un qui glisse sur le sol pour ne pas avoir un procès à gérer après. Et du moins se prémunir de son intégrité. Donc, pour la sensibilisation à la cybersécurité, le principe est le même. C'est-à-dire, c'est une communication constante. Hein, c'est pas un one-shot fait dans l'année, comme ça, et après il ne se passe plus rien. C'est une communication constante qui est dirigée vers l'utilisateur, vers les utilisateurs, pour les utilisateurs. Ce n'est pas un discours d'expert. Et l'objectif, c'est qu'ensemble, on construit cette vigilance collective. Donc, si on reprend un peu les méthodes qui sont appliquées, notamment dans les industries, que ce soit dans une usine, un atelier, un entrepôt, ce sont les mêmes méthodes, après tout. Je veux dire, même dans une école. Hein, vous allez dans une classe de chimie, il y aura toujours des panneaux pour vous prévenir de faites attention, de ne pas mélanger tous les produits, ou faites attention à vos doigts, mettez des gants, enfin des choses comme ça, quoi. C'est le même principe. Oui, parce que vous, on le rappelle, hein, vous êtes RSSI France de Volkswagen, donc vous êtes dans le domaine de l'industrie. C'est vrai qu'on rentre dans des usines, on a des panneaux très visuels, etc. Donc vous considérez qu'il faudrait appliquer ces mêmes méthodes pour la cybersécurité? Oui, tout à fait. Ce sont les mêmes méthodes, c'est-à-dire ne pas utiliser, c'est des méthodes simples, hein, voilà, le simple panneau d'affichage qu'on voit partout dans les bureaux. Eh ben, au même titre que mettez le port du casque est obligatoire, fermer sa session avant de partir, voilà, c'est obligatoire aussi. Tout c'est vrai que c'est le message est clair. Beaucoup d'entreprises ne le font pas encore, hein, surtout les très petites entreprises. On en reparlera tout à l'heure avec Amandine. Alors, très concrètement, ça se déroule comment? Parce que non seulement vous avez une vision différente en disant la sensibilisation, c'est pas si compliqué que ça, mais je vois que Foteni hochait la tête aussi, donc on y reviendra tout à l'heure parce que vous avez des best practices et des méthodes très concrètes à nous communiquer. Mais il y a également, vous considérez que ce n'est pas au RSSI d'être évalué, mais c'est aux utilisateurs d'évaluer la communication des RSSI. Expliquez-nous un petit peu votre vision des choses, parce que ça nous interpelle, ça va nous interpeller. Oui, alors ça peut paraître un changement de paradigme dans la sensibilisation. Souvent, la sensibilisation à la cybersécurité est un sujet que l'on confie au RSSI. Tout à fait. Je pars du principe que, en fait, non, il ne faut pas le confier au RSSI. On dit souvent que la sécurité, du moins la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Alors pourquoi ne pas la confier à tous, justement? L'idée, c'est que, et du coup, en inversant un peu cette approche, tout simplement, qui est, je prends un expert qui va, définir des messages de sensibilisation, définir des outils, de la communication, des événements, des programmes, etc., pour sensibiliser. L'idée, ce serait plutôt de confier ce sujet-là directement aux utilisateurs eux-mêmes. Hein, c'est quelque chose, par exemple, qui se fait très très bien, par exemple, avec les départements de formation dans les entreprises, hein, au niveau des ressources humaines ou des responsables qui gèrent les formations. En fait, ils recueillent les besoins
et ils savent très bien organiser ensuite les formations qui vont bien. Mais ça part toujours d'un besoin à la base. Donc je pense qu'il serait utile effectivement de recueillir les besoins de chacun en termes de sensibilisation, enfin en termes de cybersécurité. Et c'est là où du coup ça nous oblige à changer un peu aussi de sémantique, de ne pas avoir un discours d'expert, plutôt d'avoir le discours de quelqu'un qui utilise tous les jours au quotidien le numérique, que ce soit professionnel ou privé, et qui est face à des risques et qu'il a besoin de savoir comment s'en prémunir. Et du coup, si je pousse un peu plus loin l'approche, eh ben, on parle souvent de comment on mesure sa sensibilisation, comment on mesure quel est le ROI, etc. etc. Oui, c'est important. Voilà, c'est ce réflexe qu'on a souvent de toujours mettre un indicateur chiffré sur tout ce qu'on fait. Et en fait, à la limite, s'il y a un indicateur qu'on peut évaluer très facilement avec la sensibilisation, c'est évaluer tout simplement le boulot du RSSI. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir... En fait, on change le paradigme en disant, au lieu de vouloir évaluer les utilisateurs sur leur capacité face à la cybersécurité, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les utilisateurs qui, en fonction de leurs besoins et des résultats qu'on obtient sur la sensibilisation, ça permet d'évaluer soi-même en fait, notre job. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien fait mon job? Est-ce que mes actions en termes de cybersécurité en fait, protègent les gens ou amènent quelque chose aux gens? Donc en fait, je retourne. Le KPI, en fait, c'est moi. C'est pas les autres. Je ne cherche pas à... Il y a un excellent rapport qui a été fait par l'ENISA en 2017 sur Cybersecurity Cultures in Organization. Et il cite une chose qui pour moi est très importante, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que dans les actions de sensibilisation, il y a toujours le réflexe de l'expert à vouloir, ils utilisent le terme fix en anglais. Voilà. Et en fait, l'ENISA dit non, do not fix human, fix technologie. Comme il a été cité, quand on ne peut pas sensibiliser les gens sans leur donner des outils, mais des outils qui sont faciles à utiliser. Hein, si vous leur parlez, il faut leur mettre un firewall sur vos ordinateurs, vous les avez perdus. Vous les avez perdus, parce que on ne va pas demander aux gens de devenir des experts de firewall ou d'outils qu'utilisent les experts. Donc d'un côté, c'est à nous aussi, en tant que RSSI, de donner les moyens, c'est-à-dire faire la sensibilisation en leur disant voilà, comment on peut faire avec les bons outils, mais à condition que ces outils soient facilement accessibles. Donc, en résumé, vous appuyez sur tous les départements internes de Volkswagen, le département formation, le département communication, j'imagine. Est-ce que c'est facile, finalement, quand vous arrivez avec votre casquette RSSI et votre bagage technique, finalement, est-ce que ça a été facile que le département communication appréhende vos besoins, vos sujets? Comment vous avez travaillé avec ça? Parce que ça fait partie, finalement, des méthodes pour réussir une sensibilisation. Alors j'avoue que c'est pas évident parce qu'on arrive toujours avec cette casquette d'expert. Vous dites bonjour, je suis un professionnel de la cybersécurité. Bon, déjà, voilà, vous êtes sûr qu'on ne va pas vous inviter à dîner, hein, c'est clair. Disons que la difficulté consiste à prendre à donner le sujet. Voilà, à ce que les responsables, par exemple, de communication, les responsables de formation, même je dirais carrément même des gens du marketing, se prennent le sujet à leur niveau. Voilà. Moi, mon objectif en tant que RSSI n'est pas de leur dire voilà, il faut sensibiliser sur ça. Non. Moi, je me positionne plus comme étant un support, voilà, pour leur amener de l'aide sur comment on peut faire, sur les sujets, les astuces, etc. Par contre, c'est à eux de définir le quoi. C'est-à-dire quels sont les sujets sur lesquels on va... voilà. Et par contre, le département de communication et la RH, par exemple, ont quelque chose que le RSSI n'a pas beaucoup, c'est le lien avec les autres. Voilà. Donc du coup, c'est plus la difficulté, et surtout pour le RSSI, d'arriver à vulgariser un peu son sujet, de manière à ce que ces départements se l'approprient, exactement. Bien sûr, donc on a vu le département formation, marketing, RH, il y en a beaucoup d'autres. En revanche, il y en a un, Foteni, qui est extrêmement important dans votre secteur d'activité, c'est le département gestion des risques, où là, vous avez effectivement établi une collaboration extrêmement pointue avec ce service-là.
Ah oui, oui. Donc, moi, je travaille avec la direction de prévention et de risque parce que on revient toujours sur l'essentiel, le risque cyber. Donc, le cyber, c'est pas un sujet technique, mais c'est plutôt un risque entreprise. Donc, on est très connecté avec eux pour amener le même message, comme disait Mounir, sur la partie sécurité industrielle, sécurité numérique, cyber. Donc, on travaille avec eux pour que, à l'échelle de l'entreprise, on met la vigilance cyber au même niveau que la vigilance industrielle quand nous, on va sur un site et on s'occupe des installations industrielles. Et Dieu sait qu'elle est élevée dans votre secteur. Voilà, voilà. Et le risque est élevé. Voilà, et ça fait longtemps que, étant qu'industriel, on est quand même, enfin, on est au niveau parce que c'est quand même une fonction publique. Et donc, si on arrive, étant qu'industriel, à mettre le risque cyber presque au même niveau que le risque humain, un risque physique, eh ben, ça veut dire qu'on a tout gagné au sein de l'entreprise, hein, parce que voilà. Donc, d'où cette collaboration étroite avec la direction des préventions et des risques. Alors, vous, votre méthode, comme beaucoup d'ailleurs, ça va passer par des webinars. Alors là, vu cette période, c'est très bien, parce que on n'arrête pas d'en regarder. Comment vous appréhendez justement ces webinars? Oui. Quelle est la méthode? Parce qu'il y a de la méthode derrière. Oui, donc nous, on a construit un plan d'adoption. On appelle plan d'adoption. Très important. On a décrit 4 pages pour répondre au fait qu'on ne fait pas que des actions d'un coup. Ça veut dire que c'est un plan d'adoption qui est annuel. Mounir parlait de constance. Ça veut dire qu'il ne faut pas leur parler une fois par an cybersécurité. Donc, on a plusieurs outils dans le plan d'adoption, dont le webinar, qu'on a choisi de le faire pendant le mois de la cyber en mode numérique. Et ce qu'on a fait cette année, c'est que chaque webinar, enfin, il y avait chaque webinar, il est introduit par un membre du COMEX. Ah d'accord, très important. Donc, ils jouent le jeu, donc. Ils jouent le jeu. Ça fait 2 ans qu'on les sensibilise étant que membre du COMEX, tous les 2 mois. Et donc, le moment est venu pour qu'ils interviennent. Donc, ils ont introduit tous les webinars pour dire pourquoi eux-mêmes ils s'engageaient pour la cybersécurité. C'est très important, surtout je ne connais pas un peu la nature de toutes les entreprises, mais chez nous, c'est très important que le COMEX s'engage et dit, moi, c'est un webinar, mais ce n'est pas un webinar comme les autres. Je viens, j'introduis et j'explique le sens de pourquoi il faut faire attention, pourtant à des choses simples. C'est important aussi dans la continuité. Hein. Je pense que ça, c'est une information, c'est le cas aussi de Mounir. Oui, et je rajouterais, oui, Caroline, si tu permets, c'est le deuxième sujet sur les webinars, parce que la question était sur les webinars, donc c'était la présence d'un membre du COMEX. Et du management. Voilà. Le deuxième, c'est que on fait des webinars en fonction des cibles. Cible, en tout cas, il faut trouver un autre un peu plus joli. Voilà, si, les cibles. En tout cas, population. Et donc, nous, on a séparé les choses. On a dit, il y a le management, le management de proximité qui sont dans les ateliers, sur le terrain, jusqu'au COMEX. Et à eux, on a fait un webinar spécial pour leur donner un coup d'avance. Et ce qu'on leur a dit, c'est que si vous avez un coup d'avance sur la cyber, ça veut dire que vous pouvez l'expliquer à vos équipes. Et l'autre population, c'est tous les utilisateurs. Et là, voilà, on reste sur le message simple. Et le troisième, quand même, et là, je tiens à le signaler, c'est la population des administrateurs et des développeurs. Parce que... très compliqué. Ça c'est voilà. Clair que ça revient tout le temps. Et à sur eux, la table. On leur parle pas pareil. Voilà. Et c'est compliqué. Voilà. C'est peut-être plus compliqué. Pas du tout pareil. Il y a du travail au niveau. Bonjour nos amis développeurs. Alors, on l'a vu, hein, c'est simple et pas simple, c'est compliqué. Il faut parler à des cibles différentes. Il faut s'appuyer en interne sur les différents départements. Maintenant, j'aimerais qu'on voit, on a vu un petit peu les écueils, les méthodes pour réussir sa sensibilisation, mais très concrètement, quels sont les bons réflexes à avoir? Alors, Amandine, vous,
qui est au cœur de cette sensibilisation. Il faut adapter les messages en fonction des profils. Vous nous l'avez dit dans la présentation de cybermalveillance.gouv.fr, vous avez 3 cibles. Et comment vous travaillez plus particulièrement vos messages? Alors, on a créé donc des outils dont le message sont très vulgarisés, donc pour essayer justement de sensibiliser en utilisant du vocabulaire qui est compréhensible de tous. Et en fonction de chaque cible, on va l'adapter par rapport à leur contexte métier, on va l'adapter par rapport à leurs problématiques de tous les jours. Donc des particuliers, on va leur parler de leur vie de tous les jours, de leurs photos de famille. Voilà, les entreprises TPE, PME, ça va être, parce que c'est plutôt ce genre d'entreprises qui ont besoin de notre aide. On va l'adapter par rapport à leurs problématiques à elles, et notamment, je pense, aux collectivités, où là aussi, on a lancé encore tout dernièrement un programme de sensibilisation auprès des élus, puisque il faut que l'impulsion vienne d'en haut, donc notamment dans les collectivités, que ça vienne de la part des élus pour que ce soit impulsé derrière. Et on essaye en fait de partir de cas concrets, en fait, donc de questionnements de maires, voilà, savoir quelles sont leurs questions. Et de là, après, on va développer, on va leur donner des outils pour essayer de sensibiliser au mieux. Juste après, en termes de messages de base, pour reprendre un peu, moi, je pense que les messages simples et clairs, c'est la base de toute communication. Et comme vous le disiez, il faut vraiment adapter les interlocuteurs qui vont faire la sensibilisation en fonction du public en face, de l'utilisateur que l'on va cibler dans sa sensibilisation. Comme vous le disiez, un expert, ça fait peur à un utilisateur de la comptabilité. Il va se dire, oh là là, une formation sensi avec l'expert. Voilà, rien que le fait de savoir que ça va être un expert, voilà, ça peut mettre naturellement en fait des freins. Et je pense qu'il est important de le savoir en fait, et d'identifier les bonnes personnes dans l'entreprise pour faire la sensibilisation, qu'elles aient le bon discours adapté en fonction de la cible, comme on parlait tout à l'heure en face. Et certains utilisent leurs pairs. Donc, comme vous disiez, voilà, à partir du moment où les chefs ont été, ou les managers sont au courant, mais même leurs pairs, des homologues qui se porteraient volontaires pour avoir ce genre de formation supplémentaire, qui ont un certain attrait avec ce sujet-là, pourraient plus facilement passer les messages à leur pairs. Donc voilà, et je pense que c'est aussi important d'en avoir conscience en matière de sensibilisation. Alors Amandine, vous avez évoqué l'une de vos 3 cibles, les collectivités locales. Il est vrai que pour le milieu politique, et si Reda Zitouni avait pu être parmi nous, il vous aurait parlé de tout son travail, mais il le fera dans sa vidéo, de tout son travail auprès des politiques au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau de son think tank qui s'appelle Reboot Europe. Voilà, où il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Alors, il y a une autre population, moi, qui m'interpelle beaucoup et qui est, entre guillemets, en difficulté, à mon sens, en termes de cybersécurité, ce sont les très petites entreprises. Moi, j'en côtoie dans le cadre de mon travail et je suis affligée finalement, et du manque de résultats que même moi, à mon niveau, lorsque j'essaye de les sensibiliser, ne serait-ce que fermer vos postes, verrouiller vos postes, éteignez-les le soir, finalement, on n'arrive pas à les sensibiliser. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Alors, on a des méthodes, des moyens dans des grands groupes, on l'a évoqué. Comment est-ce qu'on peut travailler pour ça? L'argument qu'ils vont nous donner, c'est surtout, nous, voilà, on infogère notre SI, on s'en occupe pas, et je crois qu'il y a tout un travail peut-être à faire en amont au niveau de ces entreprises qui gèrent le système d'information de ces TPE pour finalement venir en interne leur donner, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, des leçons sur la cybersécurité. Comment est-ce qu'on peut faire au niveau de ces très petites entreprises? Pour moi, ça relève d'un écosystème qui est en situation de fragilité extrême. Alors, oui. Alors, oui, nous, c'est un de nos sujets, parce que malgré que, on ne fait pas partie des petites entreprises, mais deux fois, on utilise les petites entreprises et donc ils peuvent créer une faille pour votre cybersécurité. Donc, si vous avez des sous-traitants, par exemple, nous, des fois, c'est des cabinets d'ingénierie et on n'a pas que de grands cabinets, on utilise aussi des plus petits cabinets. Même dans le numérique, j'ai vu plein de start-up où
le respect un peu des quelques règles simples, c'est pas trop le cas, hein. Pourtant, ils sont dans le numérique. Donc, nous, c'est notre sujet également pour amener ces entreprises. Donc, tu as entièrement raison, il y a un vrai sujet. Parce que pour moi, autant sur leur sécurité en profondeur, il y a un vrai sujet sur les moyens. En revanche, sur la sensibilisation, je dirais que c'est une question de volonté. Voilà, c'est une question de volonté. Chouchouter son mot de passe, ne pas laisser son matériel. On chouchoute, on chouchoute. Et faire attention aux emails et aux données de clients à qui je l'envoie, parce que finalement, voilà, si on a des sous-traitants, c'est quand même pas non plus si compliqué que ça. Donc, il faut le savoir. Il faut le savoir, voilà. donc il faut les amener, donc c'est notre rôle aussi de les amener. Et il faut dissocier leur sécurité vraiment de périphérique et de profondeur, qu'elle est difficile, pour qu'ils ne soient pas cyberattaqués, de la sensibilisation qu'ils peuvent faire vis-à-vis de leur personnel. Je ne sais pas, je vous passe la parole. Peut-être. Après, alors il y a déjà des choses qui sont faites. Hein. Il y a je sais que pendant la période du Covid, on a fait beaucoup de webinars, notamment sur le télétravail et sur tous les risques pour les TPE-PME avec les membres du dispositif. Je pense notamment la CPME, dans différents départements, on a mis en place des choses et voilà, pour essayer au maximum de sensibiliser aux risques ces TPE-PME. Vous avez également je pense à Google qui a annoncé dernièrement lors de la Paris Cyber Week qu'ils allaient monter des ateliers pour les TPE-PME. Donc c'est également un membre du dispositif. Donc on a travaillé sur le contenu en fait, voilà, pour les accompagner là-dessus. Donc l'idée, pardon Amandine, l'idée de ces ateliers de Google, c'est qu'ils vont aller au sein des entreprises. Comment ils vont gérer ça? Alors je vous avoue, ça a été lancé tout dernièrement. Ça a été lancé, d'accord. Maintenant, nous, on a participé à la création, on a partagé notre contenu. Maintenant, c'est Google qui gère la gestion de ces ateliers. Donc je ne pourrais pas en dire plus, mais en tout cas, c'est dans leur ligne de mire. Donc ils ont bien conscience et voilà, il y a des choses qui sont faites. Et je pense également aux prestataires qui sont référencés sur notre plateforme et qui viennent en aide aux victimes au jour le jour, qui eux aussi font régulièrement, alors au sein de leur région, hein, des événements. Ils en font avec la gendarmerie. Donc il y a des choses qui sont faites vraiment quotidiennement. D'après moi, ce que je vois, on est très, très largement sollicité pour intervenir. On essaye, mais on n'est pas nombreux, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Mais il y a des choses qui sont faites. Malheureusement, c'est encore pas assez, mais on va y arriver. Mais en tout cas, oui, les prestataires, on est nous aussi en train de montrer un label pour que justement des prestataires labellisés puissent être mis en avant et puissent faire ce genre de formation. Et puis il y a aussi des formations qui existent aussi auprès d'organismes de formation qui font des choses. Mais là, il faut que la TPE-PME ait l'envie et voilà, de le faire. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui existent, mais il faut encore communiquer encore et encore auprès d'elles. Donc, et c'est une de nos missions, notamment. Donc, on essaye, et c'est notre volonté pour 2021 de développer au maximum ce genre de choses. Voilà, et c'est tous ensemble, et c'est l'intelligence collective qu'évoquait tout à l'heure notre collègue, voilà, qui fera qu'on avancera vers une réussite. Alors, Mounir, on a évoqué l'intelligence collective, mais cette intelligence collective, elle doit continuellement, tout au long de l'année et année après année, continuer à s'activer. Quel est pour vous l'écueil peut-être à éviter en termes de sensibilisation, ou au contraire le point le plus important à vos yeux? Disons que l'écueil de base, en fait, hein, je dirais, pour la sensibilisation, c'est de mettre la cybersécurité dans une boîte noire ou dans un placard, qui serait un placard avec l'informatique avec un grand I. C'est un préjugé, c'est un cliché, mais hélas, ce cliché est bien réel. Pourquoi? Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, il faut absolument que la cybersécurité se sorte de cette image
d'experts alors qu'en fait, la cybersécurité, ce sont des gens qui interviennent tous les jours et qui interviennent tous les jours auprès des utilisateurs. Dès qu'il y a des attaques, dès qu'il y a un simple virus ou même une panne d'informatique, les premiers sur le pont, ce sont souvent ces professionnels-là. Et mine de rien, ils sont proches en fait du besoin des utilisateurs au jour le jour. Et je pense que l'écueil qu'il faut éviter absolument, c'est de ne pas, c'est de se cacher. C'est-à-dire, en gros, c'est de rester dans l'ombre, alors qu'au contraire, il faut aller vers l'utilisateur, aller à la lumière, montrer qui on est, montrer qu'on existe, et montrer surtout en quoi on est utile, mais au quotidien, voilà, pas une fois dans l'année. Vous soulevez un point important, c'est qu'on l'a vu dans l'enquête de cybermalveillance, pour 53% des interrogés, leur problématique, ce sont les outils. C'est comment on fait, comment on appréhende ces outils. Alors, je me tourne vers vous, Louise, avec The Green Bow. Effectivement, quels sont les conseils finalement? J'entends beaucoup dans les conférences, finalement des appels d'utilisateurs qui disent faites-nous des outils simples, faites-nous des outils accessibles. Parfois, mais même pour des RSSI, des choses qui sont extrêmement complexes, ou même nous. Donc finalement, vous, quelle est votre vision par rapport à ça pour aider finalement les utilisateurs à appréhender la cybersécurité? Alors, je pense qu'il y a un parallèle assez simple à faire avec quelque chose qui est très présent dans le débat public actuel, c'est l'écologie. On dit en écologie, dès que c'est compliqué, en fait, personne ne le fait, et c'est très vrai. Tout le monde voudrait le faire, mais voilà, si une action en fait va être embêtante, va prendre plus de bandes passantes, on ne va pas le faire. En cybersécurité, c'est pareil. D'où l'idée d'avoir des produits simples à utiliser, qui fonctionnent sans problème, qui ne vont pas prendre énormément de bandes passantes à comprendre comment ils fonctionnent et à pouvoir les utiliser. Donc effectivement, chez The Green Bow, donc on a un VPN, c'est un peu le b.a.-ba de la cybersécurité d'utiliser un VPN en entreprise aujourd'hui. Là où je fais pas une contradiction, mais là où il y a un paradoxe par rapport à ce que disait Mounir tout à l'heure, qui est très juste, c'est qu'il faut sortir de l'obscurité quand on veut sensibiliser en tant qu'expert de la cybersécurité les autres. Mais sur les produits, il faut des choses simples qui puissent être utilisées du coup de manière très intuitive par tout le monde. Mais ce n'enlève pas la complexité de ces produits-là. C'est-à-dire que d'un côté, il faut qu'on ait une interface utilisateur, un UX, comme disent les développeurs, qui soit accessible à tout le monde et qui puisse finalement s'adresser autant aux COMEX que finalement à tous les utilisateurs, on va dire les développeurs, les administrateurs, enfin vraiment tout un public finalement qui est assez panaché de par sa représentation. Mais d'un autre côté, on a des technologies qui derrière sont extrêmement complexes. Quand on parle de chiffrement, il y a vraiment matière à dire qu'on parle d'une complexité logicielle de développement et du coup qui, par conséquent, a cette robustesse qui va faire son efficacité et qui du coup aura un intérêt puisque si on ajoute à cela le fait que ce soit simple d'utilisation, on est sur un scénario parfait, je dirais, dans la cybersécurité. Alors, votre mission, Amandine, justement, c'est que vos outils, les outils que vous mettez à disposition sur votre site web, ils sont en libre accès et ils sont pas en open source, mais en licence étalable. Voilà, en licence. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous proposez et comment est-ce qu'on peut trouver vos outils? C'est sur votre site web? Est-ce qu'il y a des actions à faire? Il faut se préenregistrer? Expliquez-nous un petit peu la démarche pour tous les gens qui nous regardent et qui ne sont pas au fait de tout ça. Alors, il vous suffit juste d'aller sur notre site web. Je pense que le plus facile pour les trouver, c'est de taper ressources dans le moteur de recherche. Ressources, là, vous allez arriver sur l'article qui détaille vraiment tous les, j'allais dire les outils, toutes les fiches, les vidéos, les quiz, qu'on a pu créer, qui sont à disposition et qui sont au contraire, utilisez-les au maximum autant que vous pouvez. L'objectif, c'est vraiment, c'est gratuit et c'est que les messages passent le plus largement possible. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour les réutiliser, vous les approprier, les adapter si besoin à vos utilisateurs, à votre contexte métier particulier s'il y a besoin, et nous demander si besoin
les codes sources si vous en avez besoin. Voilà. Pour ensuite personnaliser en fonction de l'entreprise, ce qui rend plus facile le travail à effectuer en amont. Alors, on arrive au terme de cette table ronde. J'aimerais justement qu'on laisse un peu d'interaction avec la salle et qu'on puisse avoir quelques questions. Mais je voudrais quand même terminer par 2 petits sujets qui peuvent fâcher. Le premier, c'est le coût. Finalement, est-ce que ça coûte cher de sensibiliser ? Et comment vous faites ? Est-ce que vous faites appel à des entreprises extérieures de communication, de marketing ? Et voilà, est-ce que vous arrivez à évaluer le coût ? Je ne parle pas de temps, bien entendu, ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, le coût financier. Le coût propre, je dirais, non. Je pense quand on veut faire des choses simples et si on se prend pas les pieds dans le tapis pour faire des cours de hacking aux utilisateurs, ça coûte pas cher, non. Par contre, ce qui coûte cher, c'est le pilotage. Pour être dans une constance, dans une, où tous les mois ou tous les 2 mois, il se passe 2 choses, il y a des outils pour parler cyber aux gens. Donc moi je dirais que c'est pas tellement le coût, mais parce qu'on a beaucoup d'outils, mais plutôt quand même il faut du temps pour bien piloter, simplifier les messages, piloter, parler à tout le monde. Ça prend du temps. Donc je dirais il y a plutôt des coûts de pilotage qui sont plus que le coût propre de ce qu'on met en place. Mounir, vous êtes d'accord avec oui, tout à fait. Oui. On peut estimer que la sensibilisation, ça représente un coût, forcément. Je le qualifierais d'un coût acceptable, d'ailleurs qui fait partie du budget, qui est déjà défini, qui fait partie du budget des RSSI, en règle générale. Non, ce qui coûte cher, par contre, faut être réaliste. Ce qui coûte cher, c'est quand on rentre dans des approches où on va acheter beaucoup d'outils. On va demander à faire, je sais pas, des wargames, des quiz, des tests, etc. Et en fait, ce qui coûte cher, c'est pas l'outil en tant que tel. Ce qui coûte cher, c'est le temps qui est nécessaire. Parce que quand vous sensibilisez, mettons les personnes mettons 1000 personnes, 1000 employés dans une entreprise pendant 2 heures, et ben c'est 2 heures fois 1000 employés qui n'est pas utilisé à autre chose. Donc voilà. Et ça, c'est un coût. Effectivement. Donc, mais attention, c'est un coût qui est souvent ponctuel parce qu'on fait des programmes où on dit on va prendre tout le monde, voilà, et on va les sensibiliser. Alors ça, tout de suite, le chiffre, il explose, forcément. J'aimerais juste vous dire une chose. Je pense que c'est un coût. Après, il faut juste rappeler aux entreprises que si demain elles se font attaquer, le coût sera peut-être supérieur. Enfin, donc voilà, en fonction de la rançon qui leur sera demandée ou autre. Mais oui, tout à fait. C'est Louise. La cybersécurité a un coût, certes, mais je pense qu'il faut vraiment relever qu'il est moindre par rapport au coût d'une attaque aujourd'hui. C'est quelque chose de très... là, je reviens sur mon expérience précédente dans le bug bounty, qui est très présent. C'est-à-dire qu'on dit clairement payer un bonus et pas une rançon. Il faut mieux payer effectivement des hackers pour faire tester un périmètre que d'avoir à payer un ransomware. Et c'est très vrai, même si on va au-delà du hacking et qu'on va sur la sensibilisation tous les jours. J'ai vu une pratique dans plusieurs entreprises qui est de dire celui qui laisse sa session ouverte doit faire la tournée des croissants le lendemain matin. Payer le déjeuner, carrément, ça calme tout le monde. C'est un budget croissant, mais au final, il est plus efficient que s'il y avait une intrusion par ce biais-là. Donc... Oui. Plus de budget croissant. Alors c'est un petit exemple anecdotique, mais en même temps, je voulais terminer là-dessus. Est-ce que finalement, réussir sa sensibilisation à la cybersécurité, c'est pas aussi, à un moment donné, sanctionner ? Le terme, on l'aime pas, mais on le voit avec le Covid, finalement, il faut imposer des lois de port de masque, sinon ça coûte tant, etc. Il y a eu le cas, il y a quelque temps, d'une chef d'un département de pédiatrie qui a, entre guillemets, outrepassé ses droits et qui, pour des questions marketing, a fait appel à une société extérieure. Et finalement, une maman, un jour, a googlisé son nom et a trouvé les données très sensible de son enfant sur Google. Donc là, elle a porté plainte, la CNIL l'a sanctionnée, et elle a été condamnée au pénal. Alors je sais que c'est un sujet qu'on n'aime pas, mais finalement, réussir, puisque c'est le sujet aussi, est-ce que ça passe pas par la sanction ?
Vous avez 4 heures. Là, du coup, on sort du domaine de la sensibilisation. On est plus dans un aspect, je dirais, régalien. Et là, du coup, là, je fais forcément le lien avec la sécurité routière. C'est cette capacité à sensibiliser aux accidents de la route, à la protection, à la conduite, avec aussi un moyen de sanction. C'est-à-dire aussi, bah oui, il y a de la gendarmerie sur les routes aussi. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas des gendarmes sur les autoroutes qui vont regarder si tout le monde respecte les règles et qui vont sanctionner avec une belle amende ou autre en cas de non-respect. Et disons que là, ça pose aussi une question d'ordre juridique. Hein, là, ce qui, je dirais, dépasse aussi un peu mes compétences. La sanction, oui, mais est-elle justifiée d'un point de vue juridique? Je dirais oui, à condition que les règles avaient été claires et écrites avant. Voilà, donc c'est un sujet complexe. Enfin, moi, je dirais pour les utilisateurs des applications classiques, bon, nos utilisateurs, je dirais sanction uniquement dans le cadre d'une faute lourde. Sinon, pour moi, on ne doit pas utiliser la sanction si on veut que les gens adoptent la cyber. Pour moi, c'est contradictoire. En revanche, nous, on utilise beaucoup la sanction sur la partie, ce que je dis au début, administrateur, développeur, compte à privilège. Très important. Là, on parle vraiment de sanctions, on parle vraiment de fait qu'on leur fait signer des chartes, et que quand on signe la charte, c'est le code presque de l'entreprise, et que là, il y a écrit de manière très claire que on commence par un avertissement, on va vers le blâme, et après, ça va jusqu'au licenciement, y compris pour les externes, de choses avec nos sous-traitants. Donc, voilà. Et là, on s'appuie à nouveau sur les départements RH. Hein, c'est important, oui, finalement, oui, bien sûr, à chaque fois. À chaque et la direction juridique aussi. Bon, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier. On arrive au terme de cette table ronde. Si vous pouviez les applaudir, parce que vraiment, c'était extrêmement intéressant. On a beaucoup travaillé sur cette table ronde-là. Alors, moi, j'aimerais que, voilà, je peux venir jusqu'à vous pour prendre quelques questions. Qui souhaite réagir, peut-être donner également un retour d'expérience ou poser une question à nos intervenants? Alors là, on se place dans la sensibilisation à la cybersécurité. Mais finalement, dans une entreprise, on a aussi la sensibilisation au respect de l'environnement, la sensibilisation au RGPD, la sensibilisation à la sécurité physique et la lutte contre l'incendie. Puis, suivant son métier, on a aussi la sensibilisation à la lutte contre la fraude, à la lutte contre le blanchiment, au conflit d'intérêts. Donc il y a un certain nombre d'entreprises où on peut peu compter les sensibilisations, et puis bien sûr la lutte contre le harcèlement des femmes et l'égalité femmes-hommes. Alors comment se place la cybersécurité dans cet ensemble de sensibilisation qui consomme beaucoup de temps aux milliers d'employés? Bonne question. Foteni, une petite réaction? Oui, moi je trouve ça essentiel. Il faut que ça se place au même niveau. Il faut tirer cette partie-là par le risque. Si le conseil d'administration à l'entreprise elle-même ne reconnaît pas les risques cyber à la hauteur de ce qu'il devrait, on ne peut pas arriver à ce qu'ils y arrivaient. Donc je trouve qu'il faut que ça soit au même niveau. Et il faut commencer par le risque pour le placer là où il faut et au plus haut niveau. Et nous, on lance à partir de l'année prochaine, d'habitude, on fait ce qu'on appelle de VCS, de visite comportementale de sécurité. Donc ça, c'est dans les industriels pour la sécurité physique et aussi GAD. Et donc chaque manager doit visiter une fois la personne pour faire ses visites. Donc dans le cadre de ces visites, on inclut que le fait qu'en même temps que lui parle de sa sécurité physique, il lui parle de la cyber dans le même cadre de la même visite. Tout à fait, ce qui est logique et la bonne méthode. Mounir? Oui, je souhaiterais répondre à la question où se place la cybersécurité dans tout ça. Je souhaiterais répondre par elle se place là où la direction souhaite la mettre, mais elle se place aussi là où le RSSI se place. Si le RSSI, encore une fois, si je reprends un peu le livre du CEF6, il n'enlève pas sa capuche, il restera tranquillement sous sa capuche. C'est pour ça que ce sont des sujets qui doivent aussi de temps en temps dépasser simplement l'intérêt, je dirais, de l'informatique tout court. Bien sûr.
Vous avez évoqué la sensibilisation des équipes de développement. Vous pourriez développer un peu ? Voilà, si vous pouviez développer sur la problématique des développeurs, la sensibilisation des développeurs. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, là, il y a DevSecOps qui est très d'actualité. On en parle, oui, on en parle beaucoup. Bah, le DevSecOps, oui, bien sûr. DevSecOps, c'est un peu le rêve de nous tous, hein, depuis qu'on fait l'informatique. Il faut rêver. Personnellement, je suis RSSI depuis un an, hein, donc j'ai fait du projet, de l'informatique classique, du projet jusqu'à l'exploit. Oui, pour moi, c'est un vrai sujet. Parce que c'est une population à risque et on le voit très souvent qu'ils prennent les sujets à la légère et qu'ils ne se rendent pas compte de compte à privilèges qu'ils ont et comment cette partie-là peut faire mal à la cyber. Donc, il faut avoir, pour moi, 2 axes. Bien sûr, travailler sur le fond avec la mise en place, par exemple, des usines logicielles, vraiment pour faire vraiment la sécurité dans les projets et dans la conception. Mais ça, je dirais que c'est des moyens pour les obliger à faire ce qu'il faut. Le deuxième axe, c'est l'insensibilisation. Nous, on fait pareil, le webinar, mais cette fois-ci, on ne leur parle pas du tout comme l'utilisateur lambda. Hein. On lui parle différemment pour qu'ils sachent qu'on parle de devoir. On n'est plus à dire il faut adopter la cyber, il faut que tu sois. On dit il faut. Ton devoir, c'est quand tu administres ou quand tu développes, faire de la cyber. Et la troisième chose qu'on teste, c'est on teste un peu le bug bounty. On a Yogusha avec nous, donc on l'utilise pas sur la production, mais plutôt pour mettre un peu sous tension les développeurs. De bon côté, hein. Bien sûr, oui. Pour que, leur faire prendre conscience. est-ce que leur développement, ils sont dans la règle de l'art, tout ça. Donc, il y a plusieurs axes pour cette partie-là, et l'axe sensibilisation, elle est plutôt pas, oui, tu es gentil, il faut que tu adoptes la cyber, ou il faut que, on n'est pas dans la on n'essaye pas de fédérer, là, on lui dit, c'est ton devoir, et si tu le fais pas bien, il y a sanction. C'est clair. Donc à chaque fois, on revient à un message pour chaque cible, chaque population, parce qu'ils ne sont pas sensibilisés de la même façon.